Fallait pas se lever. Bon, je suis très émue, comme vous le voyez, d'être devant vous ce soir. Vous êtes très nombreux. Et je ne sais pas comment décrire ce que je ressens devant vous. C'est un peu immense, c'est un peu indescriptible. Alors je m'excuse d'avance, au-delà de mes mots, il y aura quelques tremblements, et quelques balbutiements et quelques larmes. Voilà, elles ont déjà commencé. Je l'avais écrit d'avance. Comment décrire ces 3 dernières semaines? Le manque de sommeil, l'angoisse, la colère, l'enthousiasme, la détermination et l'espoir aussi. Trop souvent, ce fut le n'importe quoi absolu. Faut quand même se rappeler ce qu'on a vécu en 3 semaines. Faut se rappeler que, vexé par les mauvais résultats aux européennes, que tout le monde attendait, sauf lui apparemment, Emmanuel Macron a, tout seul, décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Faut se rappeler également que pendant ces 3 semaines, Éric Ciotti s'est enfermé à clé dans son bureau pour sceller une alliance anti-républicaine et bien opportuniste avec le Rassemblement national. Que ça ne dérange pas de se liguer avec les chantres de l'austérité, tant pis pour les plus pauvres. Faudra se rappeler tout ce qu'on a découvert ces 3 dernières semaines sur les candidats du Rassemblement national. L'une n'était pas xénophobe puisque son ophtalmo est juif. L'autre se promène avec une casquette de nazi. Une dernière affirmait tranquillement que les Français immigrés dormaient le matin, étant forcément assistés, oubliant au passage que ce sont sans doute ces mêmes immigrés qui ont goudronné les routes qu'elle utilise, qui ont fait le ménage dans ses bureaux, qui ont cueilli les fruits qu'elle mange le soir, qui prend soin de ses enfants quand elle rentre tard, ou sa maman à l'EHPAD. J'en oublierais presque de mentionner le candidat Rassemblement national sous curatelle et inéligible, mais quand même qualifié au second tour. Celui qui veut écarter les binationaux, enfin surtout les maghrébins, des hautes fonctions publiques, ou encore celle qui a braqué une mairie avec un fusil. C'est un vrai calendrier de l'Avent. Chaque jour une nouvelle surprise, il y en a plus d'une centaine, sauf que c'est vraiment pas du chocolat. Mais il y a autre chose dont il faut se rappeler. Il faudra se rappeler de l'union, à la fois si improbable et si évidente à la fois, de l'ensemble des mouvements de gauche et écologistes, en si peu de temps, sur un programme solide et chiffré, le seul de cette campagne est clair. Il faudra se rappeler de la responsabilité immense de centaines d'associations, des syndicats, des corps de métier, qui ont d'un coup d'un seul appelé à la mobilisation générale pour changer la vie. Il faudra se rappeler, et je m'en rappellerai toute ma vie, des centaines et des centaines de personnes qui ont déboulé dans ma vie tout d'un coup, accolé et tracté ma tête partout avec détermination, conviction, enthousiasme, et je vous jure que ça fait bizarre. Vous avez été immenses. Il faudra se rappeler de ces convictions, de cette détermination. Nous sommes une gauche et une écologie ancrées. Les 2 pieds sur le sol, le regard à l'horizon. On sait d'où on vient, on connaît nos territoires, leurs habitants, on sait où on veut aller ensemble. On y grandit, on y vit, on les fait vivre, on y tient. On sait vivre ensemble, on pratique au quotidien le dialogue, l'altérité, les différences d'opinion parfois importantes, le respect de chacun. Il faudra se rappeler de ces convictions que vous avez portées partout ces 3 dernières semaines. Elles nous ancrent, elles nous rendent responsables et à la hauteur de l'histoire. Il faudra se rappeler que ces derniers jours, Xavier Bertrand a appelé à un soutien franc et massif pour mon collègue PCF, Sébastien Jumel. Que des militants écologistes, insoumis, socialistes se sont désistés au profit de Gérald Darmanin, d'Elisabeth Borne ou même de Laurent Wauquiez. Il faudra se rappeler que tout le monde dans le camp républicain, profondément républicain, était à son poste, tenait la ligne, avec toute la douleur et les déchirements que cela implique. Ici, Célia Delaverne, députée honoraire de la majorité présidentielle à laquelle je m'opposais au second tour il y a 2 ans, a appelé à voter pour moi, avec d'autres comme Marie-Pierre l'a dit. Je veux ici la remercier. Elle et tous ceux qui, ici en Drôme, ne partagent pas notre programme tout entier, mais partagent avec nous l'essentiel. Ces 3 dernières semaines n'ont pas été de tout repos, ni pour moi, ni pour aucun d'entre vous. Que vous ayez regardé tout cela de loin et qu'on se rencontre ce soir pour la première fois, que vous ayez été initié au porte-à-porte, ou que vous ayez déchiffré les règles électorales sur le collage des affiches ces derniers jours,
ou que vous soyez militante ou militant de longue date, et je pense ici aux insoumis, aux écologistes, aux communistes, aux socialistes qui sont là depuis les premiers instants et qui n'ont rien lâché. Je vous remercie, car vous avez été un immense rayon de soleil au milieu de tant de brume. Je remercie ici tous les élus que je vois dans vos rangs, tous ceux qui se sont excusés. Marie-Pierre, une sénatrice si formidable, qu'on a la meilleure de France. Daniel, un allié essentiel sur le territoire et l'allié de toutes et tous, toujours présent et je t'en remercierai jamais assez. Christian, j'ai jamais de mots. Je suis juste trop heureuse et emplie de gratitude de t'avoir comme suppléant et que tu existes tout simplement. Je remercie les représentantes d'associations, les représentants également d'associations qui œuvrent sur le territoire, l'ensemble des militants, des citoyennes, des citoyens qui sont engagés dans la vie de nos territoires. Je voulais remercier également l'équipe l'équipe proche et élargie qui m'a accompagnée dès le début de cette campagne et qui a tant fait. Remercier l'ensemble des personnes qui ont préparé cette salle et qui l'ont décorée également. Merci infiniment à tous ces bénévoles. Je voulais remercier Rodin, je ne sais pas où elle est, mais parce que tu nous accueilles et tu es absolument merveilleuse. Merci infiniment. Oui, remercions Rodin. Elle le mérite. Remercier Olivier pour être à mes côtés encore une fois en tant que directeur de campagne. Tu es également élu régional. Ici, on a besoin d'élus régionaux d'opposition. Et bientôt de majorité, pourquoi pas. Remercier Jean-Pierre. Je sais pas où il est parti. Ah, remercier Jean-Pierre pour, au pied levé, pouvoir animer ce meeting. C'était super important pour moi. Je sais, alors, il y a beaucoup de gens ici qui ne connaissent pas Jean-Pierre, mais il est une star absolue dans les baronnies. Il faut que vous le sachiez. Il anime absolument tous les rallyes, tout ce qui se passe dans les baronnies. Non, mais véritablement. Et donc, il a pu se libérer un soir pour animer une soirée, et c'est une chance incroyable que nous l'ayons avec nous. Donc, merci beaucoup. Et remercier Simon et la Chica pour ce TikTok qui n'aura jamais vu le jour. Mais je crois que tu es en train de faire une story Instagram. Bref, que vous soyez ceci ou cela, ou que vous soyez, en fait, d'où que vous veniez, que ce soit des baronnies, du Vercors, du Royan, du Tricastin, du Pays de Grignan, de Dieulefit, du Diois, ou plus près d'ici, du Crétois, dans cette si grande et diverse circonscription, que vous veniez simplement écouter pour voir qui nous sommes, parce que vous viendriez encore d'ailleurs, du centre-gauche, du centre-droit, que vous soyez proche des Républicains, canal historique, comme on dit aujourd'hui. À vous toutes et tous, vous êtes les bienvenus. Je sais que ça n'est pas évident, et je le dis au nom d'un certain nombre ici, qui, à bien des reprises, avons dû voter à contre-cœur. Vous aussi, vous avez sans doute hésité, vous hésitez peut-être encore. Mais vous le verrez, nous avons du cœur, nous sommes généreux et accueillants, et nous sommes, comme vous, et c'est là l'essentiel, attachés à la République, car c'est elle qui nous réunit aujourd'hui. Bravo. Alors, ceux qui me connaissent le savent, et pour les autres, vous êtes en train de le découvrir, je ne suis pas la plus à l'aise à faire des discours. Surtout devant... Pardon, parce qu'il y a des gens qui commentent au premier rang et du coup, je pense que c'est absolument incompréhensible pour les gens du fond, désolé. Surtout devant tant de gens et j'ai bien trop fait de discours ces derniers jours par ailleurs. J'avais pas l'habitude d'en faire. On nous apprend pas à faire des discours. J'ai appris sur le tas, à utiliser moi aussi des jolis mots, à essayer d'exprimer ce que d'autres que moi peuvent vivre, à leur donner vie quand je me retrouvais seule au perchoir dans l'hémicycle et qu'il faut que j'explique à un gouvernement de millionnaires ce qu'est la vraie vie des gens. Alors, la vraie vie des gens, parlons-en. Parler en public, c'est pas mon milieu au départ. Rien qu'aller à la fac à Lyon, c'était un immense pas que vous n'imaginez pas, mais j'ai eu cette chance. C'est pas de moi que je veux parler. La plupart des filles avec lesquelles j'étais en primaire ont fait un tout autre chemin que moi. Elles se sont mises à bosser tôt, dès qu'elles pouvaient, parce qu'elles n'avaient pas le choix. Parce que souvent, à l'orientation, on ne nous donne pas tant d'options.
Elles, mes copines de primaire, elles ont eu des enfants tôt. Elles appartiennent à la France qui a mal au dos, celle qui trime au boulot, qui à la maison ne trouve pas le repos et qui n'a plus vraiment le moyen de se faire plaisir quand viennent enfin les vacances. Celles qui travaillent dur, qui cumulent plusieurs boulots, les emprunts pour la voiture, du travail précaire, de l'intérim par-ci, de la sous-traitance par-là. La galère et le sentiment d'être bien seul. D'autres que moi savent bien faire les grands discours populistes. Ils ont bien appris dans leur média training, les dirigeants de l'extrême droite. On les entend en continu sur les chaînes info. Ils disent comprendre la vie des gens, soutenir le travail rémunérateur, des prix garantis pour les produits agricoles. Ils disent protéger les femmes de notre pays. Ils disent aimer la France, se battre pour une autre Europe. Sur chacun de ces points, c'est un odieux mensonge. Je sais d'où je viens. Je sais d'où je viens et c'est pour ça que je pèse mes mots, que je bute dessus parfois. Que connaît le candidat ici au second tour face à moi, qui n'a connu la Drôme que lorsqu'il passait chez ses grands-parents pendant ses vacances d'été, quand il faisait une pause entre 2 fusions-acquisitions à Paris. Ils prétendent défendre la valeur travail. Ils ont voté contre toute augmentation du SMIC, contre toute indexation des salaires ou des retraites à minima sur l'inflation. Sur ma proposition pour des prix garantis pour que les agriculteurs puissent vivre dignement de leur travail, ils se sont abstenus lamentablement quand ils n'étaient pas tout simplement absents. Sur l'obligation de viande française dans nos cantines, ils ont voté contre. Ils disent protéger les femmes de notre pays. J'ai pas besoin d'argumenter, Marie-Pierre, qui est une intarissable militante des droits des femmes, l'a très bien fait avant moi. Ils disent se battre pour une autre Europe. Je peux vous le dire d'expérience, ils ne sont jamais là où il faut, jamais là quand il faut travailler. Ils font campagne, ou pas, ils n'ont même pas collé d'affiches partout. Je crois qu'ils n'ont pas trouvé l'adresse de tous les villages de notre circonscription dans leur GPS. Ils sont à la télé, mais ils ne bossent pas. Ils disent aimer la France. Eh bien moi je le dis, quand on prétend aimer la France, on fait tout pour renforcer l'unité de notre communauté de destin qui est notre nation. On l'aime et on la chérit, on la défend dans toute sa diversité, plutôt que de la fracturer. On lui propose de vrais programmes aux élections qui sont chiffrés. On cesse la politique TikTok, SMS et fake news pour apporter un peu de hauteur. On coupe les ponts avec le Kremlin. On se préoccupe du choc écologique plutôt que de le nier purement et simplement. On n'investit pas des branquignoles pour la représenter au Parlement, la France. Bref, pour asseoir leur idéologie illibérale et mortifère, les atteintes à notre état de droit, la division de notre communauté nationale, la réduction du champ politique, ils disent n'importe quoi, ils se fichent de tout le monde. Ça me glace le sang. Moi, comme d'autres, on s'en fiche pas. Je dis comme d'autres parce qu'il y a vous. Parce que ces 2 dernières années, j'ai eu l'honneur de porter vos voix, de venir à votre rencontre, de tenter de me mettre à votre place, d'essayer de vous représenter. Je dis souvent que je suis la députée de la plus belle circonscription de France. Et on peut applaudir la circonscription. Je pense pas seulement à ces paysages magnifiques qui dégorgent les falaises du Vercors jusqu'aux champs de lavande de la Drôme provençale, en passant par les forêts et les rivières qui sont un émerveillement permanent. Mais porter vos voix, ça a été porter la créativité, le travail acharné et les initiatives de toutes celles et ceux qui habitent ce territoire, de cette terre d'accueil, de tolérance, de révolution et de résistance. Porter notre histoire, ce qu'elle nous a légué. Aux 4000 civils montés au Vercors, à la République qu'ils y ont fondée, au maquis des baronnies, à celui de la Lance, pendant que le fascisme s'emparait de l'appareil d'État. Porter le défi climatique, l'agroécologie, nos forêts, les milliers de ces solidarités informelles qu'ici nous tissons, l'accueil de celles et ceux qui fuient la guerre et la haine, le soutien aux plus vulnérables. Porter les voix des acteurs et actrices de l'économie sociale et solidaire, de la culture. Bravo à l'économie sociale et solidaire. Aux acteurs de la culture, de ceux qui font vivre notre tissu industriel local, des amoureux du vivant qui le protègent avec passion, de celles et ceux qui soignent, enseignent, cultivent, prennent soin. Nous faisons face à de nombreux défis, à la fracture territoriale, à des difficultés immenses, mais nous avons du cœur et de la générosité. Bien sûr, tout ça n'est pas rose et les difficultés sont nombreuses. Ici aussi, on galère. On galère pour se loger face aux résidences secondaires, aux loyers qui s'envolent, à la Airbnbisation de nos territoires. Quand on ne galère pas à trouver un logement, on galère à trouver un boulot. Quand on ne galère pas à trouver un boulot, on galère à se déplacer.
On est obligé d'habiter loin, puisqu'on ne peut plus se loger où on veut. Il n'y a presque plus de TER, pas assez de bus, et de toute manière, ils ne vont pas partout, pas aux bons horaires. Alors on dépend de la voiture, mais ça coûte cher, et tout le monde n'en a pas les moyens. Quand on ne galère pas pour se déplacer, on galère pour trouver un médecin. Notre si beau territoire est devenu un désert médical. Il faut attendre des semaines, des mois parfois, pour avoir un simple rendez-vous. Et il faut souvent aller jusqu'à Valence ou à Montélimar. La galère pour l'accès aux soins, pour se déplacer, ce sont de jolies économies pour l'État. Mais ça a un coût terrible que nous payons ici. Notre espérance de vie amoindrie de 2 ans par rapport aux habitantes et aux habitants des grandes villes. Et puis on galère pour vivre. 9 millions de Françaises et de Français qui vivent désormais sous le seuil de pauvreté, y compris ceux qui nous font vivre justement. 1/5 des agriculteurs vit sous ce seuil. Certains vendent à perte, d'autres mettent la clé sous la porte. Nous avons perdu 100 000 agriculteurs en 10 ans. Je sais ce que la politique peut détruire. L'ultralibéralisme a détruit tant de la République sociale, a tant abîmé nos institutions, a si peu protégé les plus vulnérables. Le mépris a tant déçu, a tant détruit. Mais il n'y a aucune fatalité là-dedans. Ici, on sait aussi ce que la politique peut construire. Ça peut changer, ça doit changer. J'y travaille, nous y travaillons. Ça a été du travail que de faire adopter une proposition de loi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale pour garantir des prix planchers rémunérateurs, garantis, négociés par filière pour les produits agricoles, qui devait enfin permettre aux agriculteurs et agricultrices de notre pays de vivre dignement de leur travail. Ça a été du travail que d'assurer l'unanimité à Paris du soutien à notre loi permettant le réemploi des véhicules aujourd'hui promis à la casse du fait de la prime à la conversion, pour qu'elle puisse être utilisée par les garages solidaires ou les personnes en situation de grande précarité dans nos campagnes. Pour qu'elles puissent, même quand le carburant est à 2 € le litre et qu'elles n'ont pas de sous en poche, aller chez le médecin, se rendre au travail, partager un dîner entre amis. Ça a été du travail que d'initier la première mission d'information transpartisane sur la défense du pastoralisme, ou avec d'autres de la majorité et des oppositions, et toujours sans le RN, de travailler à la rédaction d'un texte de loi transpartisan pour lutter contre la désertification médicale. Je sais bien que si vous regardez BFM ou CNews, vous avez l'impression qu'une députée Nouveau Front Populaire à l'Assemblée, c'est le bruit et la fureur, que c'est la bordélisation de la vie politique. Mais en vérité, une députée Nouveau Front Populaire, c'est un engagement constant à vos côtés, sur le terrain comme à l'Assemblée. La seule bordélisation de la vie politique, ce serait, attention jeu de mots, la bardélaïsation de l'Assemblée. Et nous pouvons encore l'éviter. Vous voyez comme je suis douée, je préviens des jeux de mots que je fais. Oui, nous travaillons d'arrache-pied. En responsabilité et dans le contexte actuel, nous sommes le camp de l'apaisement. Quelqu'un de bien plus intelligent que moi disait hier, au premier tour, nous étions avec le Nouveau Front Populaire l'outil de l'apaisement et de l'unité de la gauche. Au second tour, nous sommes l'outil de l'apaisement et de l'unité de la France. Alors que je ne suis pas très manuelle, je ne sais pas vraiment coudre et je sais encore moins tisser. Pourtant, ce travail manuel, j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que j'ai fait ces 2 dernières années. Ce que nous devrons faire collectivement ces prochains mois et années. Recoudre, repriser, raccommoder, en un mot, réparer ce qu'ils ont détruit. Ça n'est pas très spectaculaire, ça passe moins bien sur TikTok qu'une vidéo de Bardella. Mais c'est ça, au final, qui change la vie, qui change nos vies. Avant la dissolution, j'étais aussi au travail pour m'assurer que les doléances recueillies dans chaque mairie de France soient prises en compte par celles et ceux qui nous dirigent. Pour que la colère et le désarroi qui se sont manifestés avec les gilets jaunes puissent déboucher sur d'autres politiques. Des politiques qui écoutent, qui tiennent compte, qui rendent compte, qui tiennent leurs promesses, qui réparent. Et il reste tant à réparer. La chance que nous avons, c'est que chacune des relations que nous avons tissées le long de cette campagne est comme un fil, et que de toutes ces pelotes rassemblées nous donne de quoi raccommoder un petit peu ce pays. Le commun, ce que nous savons si bien faire et protéger, sans rien céder de nos convictions ou de nos principes. Ces 2 dernières années, j'ai été l'une des seules députées de l'opposition parvenue à faire adopter 2 propositions de loi, dans des démarches toujours transpartisanes. Et en aucun cas, c'était un reniement.
Mais c'était savoir où l'on pouvait travailler ensemble pour ne pas sacrifier la défense de nos territoires ruraux en leur préférant la défense de nos petits précarés politiques. Alors que l'on agite sur tous les plateaux la peur d'une France ingouvernable, je crois aussi que quand ils s'affranchissent des postures et de leurs intérêts court-termistes, que quand on fait de la politique avec un grand P, de la vraie politique, comme certains l'ont montré, en s'opposant, comme les députés Lyotte, à la réforme des retraites, ou certains élus de la majorité à la loi Asile-Immigration, le camp de l'intérêt général, de la justice sociale, de la transformation écologique est bien plus large qu'on ne le dit. Le 7 juillet, quand nous l'emporterons, avec toutes nos pelotes de laine de toutes les couleurs, nous serons du camp de l'apaisement, du commun. Mais celui-ci devra être fidèle aux promesses, fidèle à la promesse que nous nous sommes faites ici. C'est-à-dire ancré dans des valeurs et des convictions solides, c'est-à-dire fondé sur une rupture avec tout ce qui a été fait jusqu'à présent. C'est comme cela que nous pourrons réparer et faire face au choc à venir. Ce que nous pouvons atteindre le 7 juillet, c'est ni plus ni moins que la victoire d'une majorité et d'un gouvernement de rupture qui, dès cet été, pourra décréter l'urgence sociale, en bloquant les prix des produits de première nécessité, en augmentant le SMIC, les salaires, les minima sociaux, en instaurant des prix planchers pour nos agriculteurs, en abrogeant la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage. Ce sera un gouvernement de rupture qui, dès cet été, commencera à réparer nos services publics, à commencer par l'hôpital, l'école et la police de proximité. Un gouvernement de rupture qui, après l'été, engagera 5 grandes lois cadres sur le pouvoir d'achat et la justice fiscale, sur la santé, sur l'école, sur la planification écologique ou sur la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Oui. Ouais. Ce sera un gouvernement qui, au-delà, engagera notamment un grand plan de rattrapage pour nos services publics. Des postes pour nos hôpitaux, des accueils physiques pour les services publics, un service public de la petite enfance et l'organisation d'états généraux des espaces ruraux pour construire une véritable égalité territoriale. Protection de l'eau bien commun, transition agricole, protection de la biodiversité, la liste des 150 mesures est longue. Et oui, je suis immensément fière de m'être battue pour elle ces 2 dernières années. Et je mettrai tout mon cœur à l'œuvre pour elle encore quelques années à l'Assemblée nationale. Ce gouvernement sera celui de la vraie vie, de la fierté, de la générosité, de l'écologie, du travail qui paie, de la solidarité, de l'égalité, de la joie, de la République. Et le plus important sans doute, on fera dans quelques mois, sans doute, le constat d'une vie politique apaisée, de relations constructives entre la majorité du nouveau Front populaire et l'opposition républicaine, malgré les dérives ou outrances de trop nombreux députés du Rassemblement national, dont le nombre se réduira à peau de chagrin aux prochaines échéances. Alors voilà, ça peut paraître un petit peu simple comme ça, mais en vrai, c'est possible. Et ça commence ce dimanche. Et ça ne dépend que de vous, que de nous. Alors je suis devant vous à la fin de cette courte et éprouvante campagne. Et je mesure la responsabilité qui pèse sur mes petites épaules de jeune élue. Je mesure l'attente et l'espoir. Je ne suis pas bien à l'aise avec les discours. Je ne suis pas experte de quoi que ce soit. Je me suis engagée par conviction, parce que je voyais le monde brûler et des plus grands que moi qui parlaient bien et avaient l'air bien experts de tout, pourtant regardaient ailleurs. Et je vous vois toutes et tous là devant moi. Et je suis super émue. Parce que souvent, je me dis que je ne serai jamais à la hauteur de ces immenses défis devant nous. Que je m'engage là dans une bataille, non seulement la bataille écologique, non seulement la bataille sociale, mais désormais la bataille de la République, qui est tellement, tellement vertigineuse. Et en même temps, je suis là devant vous et je vous vois si nombreuses et nombreux, et ça me donne énormément de force. Certains parmi vous voteront pour moi pour faire barrage. D'autres par adhésion pleine et entière à notre programme. Des petits chiens qui volent. Je vois votre colère, je vois vos doutes. Je vois vos infinis espoirs. Et l'état de notre pays et du monde peuvent bien être absolument vertigineux. Ce que nous avons accompli ensemble, ces 3 dernières semaines complètement folles, chacun à son poste, je peux vous le dire, ça déplace toutes les montagnes du monde. Je suis tellement fière de ce que nous sommes.
de ce que nous avons déjà accompli, de ce que nous ferons demain. Soyez-le également. Je veux que vous partiez de cette salle ce soir en gardant très précieusement cette fierté, cette gratitude, celle d'avoir chacun à son poste contribué au bien commun. Là, on ne savait pas trop. Hier, j'étais sur le plateau du Vercors. Nous y commémorions la naissance, en 3 juillet, il y a 80 ans, de la République du Vercors. Là-haut, sur le plateau à Saint-Martin, en ce jour, des milliers d'hommes et de femmes s'affranchirent du régime collaborationniste de Vichy, et le Comité de libération nationale du Vercors restaura la République française. À la fin de l'appel qui signifiait cette immense nouvelle à l'ensemble des citoyennes et citoyens du plateau, il était ajouté « Habitants du Vercors, c'est chez vous que la grande République vient de renaître. Vous pouvez en être fiers. Nous sommes certains que vous saurez la défendre. » Leur appel a tant de résonance aujourd'hui. Il nous reste 24 heures. 24 heures pour faire naître une opportunité historique, pour dédire tout ce qu'on nous prédit, écrit d'avance, pour écrire le destin de notre pays. Nous sommes, au fond, chacune et chacun d'entre nous, face à nos responsabilités d'électeurs et d'électrices, de citoyennes et de citoyens de cette si belle République. Alors avant de terminer, et parce qu'avec mon suppléant, on aime bien faire ça, je voulais à mon tour vous lire un poème. Il en a... Je vais essayer d'en dire beaucoup, moi je m'aide d'une petite note. J'ai ancré l'espérance aux racines de la vie. Face aux ténèbres, j'ai dressé des clartés, planté des flambeaux à la lisière des nuits. Des clartés qui persistent, des flambeaux qui se glissent entre ombre et barbarie. Des clartés qui renaissent, des flambeaux qui se dressent sans jamais dépérir. J'enracine l'espérance dans le terreau du cœur. J'adopte toute l'espérance en son esprit frondeur. C'est un poème d'André Chédid. N'oublions pas que nous faisons tout cela pour ce qui nous est essentiel. Nous faisons tout cela pour nos droits et nos libertés. Nous faisons tout cela pour la dignité humaine, pour des principes si grands et si beaux que nos anciens sont morts pour que nous puissions les inscrire sur les frontons de nos mairies. Nous faisons tout cela pour réparer ce qui a été cassé, pour protéger ce qui doit encore l'être. Nous faisons tout cela pour la vie, pour que vivent nos campagnes, pour que vivent nos villages et nos villes, pour que nous vivions mieux. On conclut mécaniquement les meetings par ces mêmes mots. Mais aujourd'hui, dans ce contexte-là, ils ont une résonance particulière, et j'en tremble un peu. Nous faisons tout cela pour que vive la Drôme et que vive la République. Vous avez vu la spontanéité, la sensibilité.